Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais juste commencer par un petit point d'intendance. Je suis désolé que le serveur INRA donc d'un établissement public vous donne une image aussi désastreuse. Je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas. Je peux vous dire que ce matin, il ne fonctionnait pas jusqu'à 9h30. Donc, sur le bout de papier, je peux simplement vous donner l'adresse du fichier à laquelle vous pourriez normalement décharger le fichier du jour. Voilà, ça c'est la feuille. Comme plusieurs d'entre vous ont eu des soucis, et que je suppose que c'est... Enfin, je ne sais pas lesquels c'est, je vous donne mon adresse mail personnelle, professionnelle, donc à l'INRA. Donc vous me contactez, il y en a qui m'ont contacté. J'espérais ce matin résoudre la question en mettant tout en ligne, mais le serveur INRA, il était en vacances jusqu'à 9h30. Voilà. Donc ça m'apprendra à attendre le dernier matin pour faire une opération absolument standard. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la complémentarité et des concurrences avec les finalités alimentaires. Donc on est toujours dans la logique chimie verte du carbone renouvelable. On a vu qu'à plusieurs moments, on se frottait aux usages alimentaires de la biomasse et que par voie de conséquence, ça a créé, bien entendu, des difficultés alimentaires pour certaines populations. Donc, l'objectif aujourd'hui du cours est de lister l'ensemble des critères, des variables qu'il faudra suivre quand on va vouloir scénariser le développement de la chimie verte. Elle existe à l'heure actuelle déjà. Elle est responsable d'une partie de l'état du monde, comme les autres activités économiques. Donc, je voudrais simplement regarder l'ensemble de ces variables, ce qui fait que la semaine prochaine, quand nous regarderons l'ensemble des scénarios qui ont été publiés par différents organismes, agences internationales, etc., qu'il s'agisse de scénarios énergétiques ou de scénarios alimentaires, on pourra aller voir à l'intérieur quelles sont les hypothèses qui sous-tendent ces scénarios. Parce que chaque scénario est une belle histoire, chaque faisceau de scénario est intéressant, mais si vous n'allez pas chercher à l'intérieur les hypothèses constitutives, si vous ne connaissez pas les lacunes, forcément vous pouvez être toujours alléché par un scénario qui en fait peut se révéler très fragile à l'usage. Donc là, on va avoir un scénario, comment doit-on réagir dessus? Donc on est toujours dans la même figure de l'économie circulaire du carbone, et on s'intéresse aux deux endroits où il y a concurrence et complémentarité, ce n'est pas une concurrence simplement, des usages de la matière végétale, quelles que soient les finalités. Donc on laisse de côté, bien entendu, ce qui est service écosystémique, qui, eux, relèvent d'une autre approche. Là, on est dans l'usage de la biomasse que l'on veut avoir. Donc, cette chimie verte, elle a été responsable, est toujours responsable, ou à l'origine, de publications fracassantes dans des journaux, dans des émissions de télévision, de radio, etc., expliquant tous les soucis que les biocarburants vont générer. Donc, vous trouvez aussi bien des journaux de grande diffusion, vous trouvez le ministère des Affaires étrangères de l'UK qui publie dessus, et chaque fois, vous avez un titre particulièrement accrocheur. Bon, évidemment, ce sont des articles de journaux, donc vous n'avez pas nécessairement accès à l'ensemble du raisonnement qui permet de faire cette affirmation. Et souvent, ces affirmations sont très rapides, on va dire. Donc, comment rentrer dans ce jeu-là? D'autant plus qu'on va parler à ce moment-là de développement durable, pas parce que la chaire s'intitule développement durable, mais parce qu'on est dans une logique développement durable. Donc, surtout en cette période d'élection, il y a deux axes de réflexion importants sur le développement durable. Il y a le scénario de la décroissance, qu'il faut tout de suite traiter. Donc, il est exactement dans la même logique que le scénario du développement durable. Donc, il a commencé en gros dans les années 70 avec les travaux du Club de Rome. Bon, on aurait pu citer Malthus avant pour avoir une échelle bien longue, mais c'est la même logique. Donc, c'est le Club de Rome le premier qui a publié ce document Halte à la croissance et à la protection de l'environnement, où le modèle à l'intérieur de ce scénario était relativement frustre, n'a jamais été publié, et par voie de conséquence a fait l'objet de tellement de critiques que ce travail, qui était intéressant, n'a pas eu les suites, en dehors évidemment de la diffusion du document papier, n'a pas eu les suites qu'il aurait mérité. Puis ensuite, vous avez tout un tas d'événements qui ont jalonné
la vie, et vous voyez, je me suis arrêté à la vie internationale, où chaque fois vous retrouvez la terre, le climat, etc. Et donc le Club de Rome, c'était halte à la croissance et protection de l'environnement, et il s'inscrivait directement des travaux de Malthus, et il renvoyait aux travaux d'un Roumain, Georgescu Roegen, qui lui a créé le concept de bioéconomie. Donc c'est la gestion durable des ressources naturelles, qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables, considère le fossile, dans l'ensemble des écosystèmes, et il prenait les étapes de production et de consommation. Les tenants de ce scénario, de cette acception de la bioéconomie, ont pour idée de proposer une décroissance. La décroissance allant bien entendu, on commence bien entendu par la décroissance du niveau de vie, pour appeler niveau de consommation, et va jusqu'à la décroissance de la population. C'est une ligne politique que vous pouvez trouver à l'heure actuellement. Alors, ce n'est pas une dénonciation calomnieuse, mais vous la trouvez chez certains verts à l'heure actuelle. Et donc, ils parlent d'une décroissance sélective et équitable. Je ne la considérerai pas du tout, parce qu'au-delà du caractère intéressant de l'objet, derrière, il n'y a pas les outils intellectuels qui permettent de savoir jusqu'à quel point il faut décroître. En dehors du fait qu'il faut moins d'individus qui consomment moins, ce qui est une équation relativement simple, en fait, derrière, on n'a pas les outils qui permettent d'aller dedans. Donc les outils intellectuels, les concepts, on les trouve dans deux autres endroits, qui sont d'une part la commission Brundtland, qui en 87, c'est l'ancien Premier ministre norvégien, qui en 87 donc, a donné la définition du développement durable, soutenable, etc. Ce qui est important, c'est d'avoir dans cette définition, de mettre en exergue le fait qu'il y a à la fois une solidarité spatiale, mondiale, on considère l'ensemble de la planète, et deuxièmement, c'est les besoins du présent, et deuxièmement, une solidarité intergénérationnelle. Donc cette définition a vécu sa vie, c'est toujours celle qui en fait est utilisée dans de nombreux espaces. C'est la plus populaire, on pourrait dire. Elle s'est traduite en France en particulier par la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Vous trouvez exactement le même élément. Et par des mystères qui m'échappent, du moins, c'est un vrai mystère pour moi, on a vu réapparaître la bioéconomie à ce moment-là avec une toute autre acception. Et à ce moment-là, la bioéconomie, c'est l'usage des biotechnologies. Dans le cadre du développement durable, on ne laisse pas tomber la chimie, on ne laisse pas tomber la physique, non, on rajoute un pied supplémentaire qui est la partie bioéconomie, qui est la partie biotechnologie, pour faire tourner la machine de production, de transformation et de distribution. C'est ça la nouveauté. Donc bioéconomie, vous pouvez l'avoir avec deux acceptions dans le langage. Et puis comme le paysage était pas assez encombré, on a rajouté l'économie verte. Donc l'économie verte, c'est comment améliorer le niveau de vie. Vous retrouvez la même chose, quoi, dans les pays en développement sans augmenter leur empreinte technologique et en même temps maintenir le niveau de vie. Vous verrez que c'est quand même ça la difficulté des pays développés. Voilà, donc toute la discussion pour moi se passe uniquement dans le scénario du développement durable. La décroissance, je ne sais pas l'appréhender. Donc si on veut travailler dans ce schéma-là à partir de la biomasse, en fait on parle. Donc je laisse tomber pour l'instant le sol, l'eau, etc. On a le sol qui va donner des productions végétales. La vision classique, un peu réductrice qu'on a, c'est transformation, distribution et consommation de calories et de protéines à destination de la population humaine. La nouveauté, ou l'exergue qui est mis, c'est le déploiement sur la partie habillement, habitat, hygiène, transport, etc., les fonctions principales, où il y a production soit de matière, soit d'énergie. Il y a obtention, in fine, d'un service. Ça contribue au bien-être. Donc cette partie-là, elle existe déjà. L'idée, c'est simplement de l'augmenter. La population humaine qui est présente ici, il faut l'appréhender avec des densités locales et la densité globale, c'est-à-dire mondiale, de la population. Ce déploiement pourra se passer au niveau mondial si l'on considère les échanges mondiaux, donc les importations et les exportations entre pays. Et tout ça, ça ne fonctionne que parce qu'il y a un apport considérable d'énergie, qu'elle soit d'origine fossile, nucléaire ou renouvelable. Voilà. Alors, l'astuce qui permet à l'heure actuelle de faire passer la chimie verte du carbone renouvelable dans cet ensemble-là, c'est de considérer essentiellement la plateforme glucidique. C'est-à-dire on prend de la lignocellulose, tout ce qui est tige, parois, etc.,
qui contiennent des hexoses et des pentoses. On le fragmente dans la bioraffinerie, ça donne une plateforme glucidique, et donc ça permet de répondre aux finalités chimiques, énergétiques et alimentaires, mais qui sont complémentaires complètement, puisque quand vous êtes redescendu à ce niveau-là, vous ne pouvez plus faire la distinction. L'astuce, elle est dans le recours à ça, mais vous voyez bien que s'il y a réellement une priorité qui doit être mise en œuvre, la priorité ne peut pas être faite sur une distinction de nature de matière, puisqu'à partir du moment où on a fragmenté, on va récupérer une plateforme glucidique qui peut servir en alimentaire et en non alimentaire. Ce que je vous ai expliqué dans la leçon sur la bioraffinerie. Donc ça, c'est une astuce politique à l'heure actuelle qui permet d'éviter d'avoir le débat lourd, qui est de dire, pour assurer notre bien-être, de quoi avons-nous besoin, et ensuite nous regarderons s'il faut du carbone fossile ou du carbone renouvelable. Donc pour maintenir l'axe, on utilise cette notion de plateforme glucidique. Mais en fait, si vous voulez le faire tourner, cet ensemble-là, vous n'avez pas simplement un schéma linéaire, vous êtes obligé de prendre toutes les autres relations. Et en fait, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc si vous prenez par exemple la population humaine, elle vit et elle décède. Donc vous avez des variations de densité, vous avez une augmentation démographique qui a été prévue au niveau international jusqu'à une valeur moyenne, on va dire, de 9 milliards, mais ce n'est pas très important parce que ça, c'est une variable extensive. Donc il suffit de prendre la valeur 9 milliards et puis ensuite on l'intègre dans l'ensemble du jeu. Mais si vous savez cette population humaine, ici, elle peut ne pas être satisfaite de son niveau de bien-être ou elle peut se rendre compte que son niveau de bien-être est fragile. Cas par exemple des populations littorales où le réchauffement climatique peut les mettre en danger, ou des populations déjà de pays très chauds où la température va devenir à ce moment-là insupportable. Puis il y a celles qui sont dans des pays qui sont trop peu développés, qui recherchent un autre main-d'œuvre, et dans tous les cas, ça se finit par une migration. Cette migration va les amener sur d'autres terres, au contact d'autres sociétés. Pendant une génération, il y a simplement une activité d'intégration, mais à terme, vous verrez ça aujourd'hui, il y a une transition alimentaire qui se met en place, c'est-à-dire l'adoption du régime alimentaire de la société, société dans laquelle la population migrante s'est incorporée. Il faut du temps, mais in fine, c'est une opération qui se passe. Et cette transition alimentaire, donc, elle va jouer sur l'ensemble de la chaîne production végétale, etc. Elle va jouer sur le fait que dans la partie production consommation, les pays développés consomment énormément de produits animaux et par voie de conséquence, la transition alimentaire va accroître ici la transformation. La transformation, je la prends aussi bien sous l'angle technologique que sous l'angle production animale. Donc production de lait et de viande. Ça va se traduire par une surproduction de méthane, de CO2 et de flux d'azote, donc qui vient renforcer le réchauffement climatique, sachant bien que l'augmentation globale de la population joue aussi sur le niveau de consommation énergétique, sur le volume de consommation énergétique, tout simplement par un effet multiplicatif. Le réchauffement climatique est responsable d'accidents climatiques. Enfin, il est prévu que les accidents climatiques augmentent, donc ça va jouer sur les productions végétales. Ces productions végétales elles-mêmes sont, quand elles sont pratiquées dans des conditions pas très professionnelles, sont susceptibles d'entraîner une dégradation des sols et sous la pression de la demande, de susciter des changements d'affectation des sols. Et les variables positives dont on dispose sont les semences, donc en gros les biotechnologies vertes, la partie intrant, NPK, et l'eau qui est nécessaire à l'irrigation. Donc ça, c'est resté constant. Et je pense que... Oui, voilà. Et donc il n'y a que cette partie-là dont je n'ai pas parlé. Les densités locales les variations de densité locale et globale vont favoriser les échanges mondiaux. Enfin, il y a un schéma, au moins des scénarios où on favorise les échanges mondiaux. Peuvent localement, surtout quand il y a des accidents climatiques, être à l'origine de famines. Et le dernier point, pour susciter ici une artificialisation de certaines zones naturelles et donc une variation des services écosystémiques. Alors dans ce domaine-là, je n'emploie jamais le terme de dégradation des services écosystémiques parce que l'état de référence n'existe pas. Donc il y a une variation. À l'heure actuelle, on n'est pas capable de dire s'il y a nécessairement une dégradation. Donc le jeu, pour nous, pour reprendre cette figure, c'est qu'il va falloir, quand on raisonne sur le niveau local et global, qu'on emboîte les modèles, et en particulier, on verra ça la prochaine fois, comment on est capable d'emboîter les analyses de cycle de vie, sachant qu'on est capable au niveau local, donc de faire des ACV attributionnels au niveau local, donc vous remplacez une forêt par
une culture de betterave, par exemple, ça c'est une ACV attributionnelle, vous pouvez directement faire le changement. Mais si votre déplacement de la forêt par de la betterave suscite un peu plus loin une opération, la betterave qui elle-même déplace d'autres cultures, donc au niveau mondial, vous avez des ACV conséquentiels. Et une des difficultés à l'heure actuelle est justement de savoir comment ces différents niveaux d'ACV sont intégrés. Autant le premier, il est facile, puisqu'il permet de dire très rapidement si l'opération est positive ou négative, autant les autres nous renvoient en particulier des questions d'éthique. Et puis il y a tous ces flux. Alors, dans cette opération-là, le sol est la variable clé dans le dispositif, aussi bien au plan qualitatif que quantitatif. Donc on dispose d'une réserve de sol considérable au niveau mondial. Donc il y en a 4-9 milliards qui sont utilisés à l'heure actuelle par l'agriculture. Donc vous voyez, il y en a en gros un tiers sur des cultures annuelles et 2 tiers sur des prairies et pâturages permanents. Ça, c'est la surface dont on dispose. Et donc ça, il faudra veiller dans les scénarios à bien savoir si les surfaces qui sont prises en compte dans chacun des scénarios collent avec ces données-là. Il y a un sol d'improbe, difficilement mobilisable, etc. C'est celui dont j'ai parlé, c'est les brownfields. C'est justement la zone d'expansion qui figure dans certains scénarios et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour générer de la biomasse à finalité de chimie verte. Mais dans tout cet ensemble-là, et en particulier sur les 2 premières lignes, il y a les pertes qualitatives des sols. Donc au niveau mondial, la FAO a fait un recensement de manière très grossière. Donc vous voyez que là, on est sur des valeurs qui sont en gros dizaines de milliards d'hectares. Et quand vous regardez les surfaces concernées ici, la somme, ici, frise les 2 milliards d'hectares. Et tout ça, c'est simplement lié à des dégradations qui sont de nature différente. Donc vous avez toute la partie déforestation pour mise en culture, essentiellement alimentaire et urbanisation. Vous avez le surpâturage. Vous avez la surexploitation forestière pour le bois d'œuvre, le bois d'industrie et le bois énergie. Alors localement, c'est du bois énergie. Et ça explique, ça veut dire que la forêt n'est pas valorisée, on n'extrait pas la biomasse de manière raisonnable, et par voie de conséquence, elle s'appauvrit. Donc elle existe toujours en tant que forêt, mais en fait, elle est en perte de vie, elle est particulièrement fragile. Et l'avant-dernier, c'est les conduites culturales défectueuses contribuant à une érosion par l'eau ou une salinisation, donc ça c'est tous les problèmes liés à l'irrigation. Et le dernier point, c'est l'industrialisation et l'urbanisation des sols agricoles. Ça c'est très important, en particulier en France et en Europe, cette dernière ligne. Les autres lignes sont surtout présentes dans les pays en voie de développement, puisque là on utilise une ressource naturelle un peu à fond perdu. Alors, voilà les variables. On a regardé la partie sol. La deuxième variable qu'il faut prendre en compte, c'est la demande alimentaire. On verra la prochaine fois l'ensemble des scénarios qui sont publiés. Mais dans chacun de ces scénarios, dans les hypothèses qui sous-tendent, il faut aller un peu les gratter quand même, et pas simplement se complaire d'une équation simple qui serait il y a 9 milliards d'individus. Dans votre schéma systémique précédent, pour le rendre encore plus universel, il ne faudrait pas mettre l'alimentaire aussi dans le triangle vert, dans le triangle gris? Il est là? C'est ça? Consommation, calories, ah oui, je ne vais pas tout marquer. Calories et protéines. Il y est. Ah oui, non, celui-là, il est ça, de base politiquement correct. D'accord, donc ça, c'est l'alimentaire. Voilà. Or, l'alimentation est très variable. Donc là, c'est censé représenter ces petites images. Ça, c'est l'ensemble des menus, des plats que vous pouvez trouver en Chine quand vous demandez un menu végétarien. Donc vous avez une très large richesse d'aliments. Vous avez ici une composition absolument standard, on va dire, d'un menu de Noël européen, donc qui est très riche en produits animaux, et vous avez plus au nord, ici les populations esquimaux, où l'aliment de base est d'abord carné. La consommation de produits végétaux, de fibres végétales, est très limitée tout simplement parce que c'est des endroits où il n'y a pas de production végétale. Donc l'alimentation est essentiellement carnée. Donc vous avez une très large gamme de régimes alimentaires, sachant bien qu'un régime alimentaire,
c'est une habitude de vie, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer instantanément, simplement par une mesure économique. Et ça concerne la nature, la qualité et la quantité, bien entendu, des aliments. Donc c'est cet ensemble de panels. Une fois que vous avez fait cette description, vous êtes obligé de prendre en compte la transition alimentaire. Donc la transition alimentaire, c'est ce qui traverse à l'heure actuelle l'ensemble de nos sociétés. Nous, on est peut-être dans une transition alimentaire de deuxième génération. C'est tout simplement lorsqu'il y a une augmentation du niveau de vie, alors du niveau de ressources, de vie je ne suis pas sûr, mais enfin du niveau de ressources, cette transition nutritionnelle, elle associe le régime alimentaire et le style de vie. Donc, elle va nous faire passer d'un régime alimentaire peu varié, riche en fibres, pauvre en graisse, à un régime qui va être très varié, riche en graisse, en particulier en graisse animale, et en sucre simple. Alors, n'allez pas chercher dans des pays très éloignés, il suffit de regarder ce qui s'est passé en France, vous recalez il y a une centaine d'années, et vous verrez à ce moment-là que les consommations alimentaires, elles étaient du premier ordre. Et vous la voyez passer dans le deuxième niveau. Sachez que c'est comme ça qu'on fait des observations intéressantes. La mise en évidence du rôle des fibres alimentaires dans le transit digestif, elle a été faite par 2 chirurgiens anglais qui avaient décidé de passer une année sabbatique en Afrique. C'était 2 gastro-entérologues qui voyaient à longueur de journée passer des individus, enfin, ils voyaient passer les abdomens surtout, dans lesquels il y avait des polypes et un certain nombre de cancers du gros intestin. Quand ils sont allés en Afrique, ils ont trouvé que ces maladies-là avaient une prévalence beaucoup moindre, mais par contre, il y avait non pas des régimes alimentaires, mais des volumes de fesses produits qui étaient multipliés par un facteur 5. Et sur le terrain, ils se sont rendus compte que l'hypothèse explicative, c'était la présence de fibres alimentaires. Donc ce régime, cette transition nutritionnelle, elle a été observée, vous pouvez toujours la voir. La deuxième transition, c'est le fait qu'il y avait une activité physique élevée. Maintenant, on passe à une activité physique faible. Ça joue essentiellement sur le niveau de consommation énergétique. Le deuxième élément, c'est la transition démographique standard. Et le troisième élément, c'est la transition épidémiologique. Donc l'augmentation du niveau de vie se traduit par la disparition de la malnutrition, enfin l'amenuisement de la malnutrition des maladies infectieuses. Et on voit apparaître des maladies non transmissibles. Enfin, pour l'instant, elles sont non transmissibles parce qu'on n'a pas trop fait d'épigénétique, liées à l'alimentation. Donc, ce sont toutes les maladies chroniques dégénératives du type obésité, diabète de type 2, etc. Et dans lesquelles vous faites rentrer, bien entendu, les cancers touchant le côlon. Voilà. Alors, l'étude a été faite en France, tout simplement en allant chercher les consommation alimentaire faite dans des établissements collectifs. Donc toutes les fois que vous avez une caserne, un pensionnat, quand l'établissement est bien tenu, et à l'époque les casernes, les gens qui y rentraient, ils y passaient plusieurs mois et ils ne pouvaient être nourris que par là, donc il y avait un accès direct à ce moment-là aux ressources, à l'approvisionnement. Bon, le choix n'était pas nécessairement ce qu'il y avait de meilleur dans le cas des casernes, mais enfin, vous aviez une idée du régime alimentaire. Et ce qui est intéressant de voir, c'est à partir de 1780, donc il y a accès à ces données là depuis 1790, ça a été suivi jusqu'en 2000, et vous voyez que la variation de protéines en termes de niveau de consommation est relativement stable. Ce qui est caché à l'intérieur, c'est que les protéines végétales sont en décroissance, les protéines animales sont en croissance sur toute cette période. Le deuxième élément, c'est l'augmentation de la consommation de lipides. Et le dernier élément, c'est la diminution de la consommation de glucides. Sachant bien que dans cette consommation de glucides, la baisse, là aussi, se fait avec un switch, c'est-à-dire passage de fibres alimentaires à des glucides simples du type glucose, fructose, saccharose. Donc ça, c'est simplement la variation quantitative. C'est la transition que nous avons suivie, enfin que nos générations antérieures ont suivie en France. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, les pays en voie de développement s'inscrivent exactement sur la même tendance et on peut voir les variations, sachant bien qu'il faut aller chercher, distinguer à ce moment-là entre les zones rurales et les zones urbaines pour arriver à incrémenter l'ensemble. Alors, dans cette courbe-là, ce qui est important, c'est le fait que les protéines restent stables. Donc on pourrait penser a priori qu'il n'y a pas de variation sur la source. En fait, il y a une variation considérable, c'est la consommation de protéines animales. Et cette consommation de protéines animales qui nous est toujours vantée pour des considérations nutritionnelles, meilleure qualité des protéines animales, en fait, elle a une incidence énorme sur le fonctionnement, on va dire, énergétique et structurel
du système alimentaire, simplement dans sa finalité alimentaire. Donc là, j'ai repris des vieux travaux de Pimentel. Hein. Ils ne sont pas si vieux que ça. Son bouquin est vieux, 2008. Quand vous voulez faire 1 kg de protéines animales, vous avez besoin, en gros, de 6 kg de protéines végétales pour faire tourner la boutique. Et après, vous avez un deuxième élément à prendre en compte, qui est la quantité d'énergie. Et donc, selon que vous preniez de l'agneau ou du poulet, vous voyez que la quantité en grains ou en fourrage qui a été nécessaire va varier considérablement. Et vous pouvez l'exprimer ici en kilocalories apportées par rapport aux kilocalories de protéines générées. Donc là, on ne raisonne pas en kilos de protéines finales, mais on exprime les protéines en kilocalories. Et vous voyez que vous avez des rapports épouvantables. La viande d'agneau, l'agneau pascal, qui va bientôt nous être proposé, dans les étals de boucherie, vous avez un ratio de 57 à 1. Pour obtenir 1 kg d'agneau, vous êtes obligé de faire consommer à cet agneau, au travers de toute la voie d'alimentation, 57 kilocales, simplement pour en récupérer une. Ensuite, le meilleur transformateur, vous le voyez ici, c'est le poulet. Et ensuite, vous retrouvez à peu près dans la même catégorie la partie dinde, porc, etc. Et ensuite, ça s'envole rapidement. D'où un certain nombre de mouvements, je trouve celui-là sympathique, par le dessin, c'est tout. Hein. Un certain nombre de mouvements qui prônent la réduction de la consommation de protéines animales. Donc là aussi, quand vous avez un schéma de projection de consommation alimentaire et donc de demande alimentaire en 2050 proposé par la FAO, il faut aller fouiller à l'intérieur pour savoir quel est le soubassement compositionnel qui a été prévu pour les variations protéines animales, protéines végétales, entre autres, sachant que sur les autres composantes, il n'y a pas. Et le deuxième élément, c'est que quand vous faites ce basculement, vous allez utiliser plus de surface, et donc ça va vous provoquer une déforestation, ça va vous générer directement des lisiers, des pailles souillées, etc. Vous allez avoir une fermentation de méthane en particulier faite par les ruminants, et tout ça, ça contribue à une augmentation des gaz à effet de serre, et des émissions de gaz à effet de serre induites par l'élevage. Donc, quand vous rapprochez du modèle occidental de consommation de production animale, vous avez un coût énergétique, mais vous avez un deuxième coût à l'intérieur très important, qui est l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Vous ne pouvez pas avoir de neutralité dans ce système-là. Vous pouvez avoir des systèmes alimentaires qui produisent moins, comparativement d'autres, mais de toute façon, vous augmentez. Donc c'est un choix. Alors, dernier élément, comment peut-on utiliser les apports nutritionnels conseillés, donc les ANC, que vous pouvez trouver partout. Donc on parle d'ANC pour un individu moyen, c'est pour fournir suffisamment de nutriments. Donc nutriments, ça veut bien dire que c'est ce qui est absorbé, ce n'est pas ce qui est consommé. Absorbé au sens, ça passe la barrière intestinale. Et donc pour éviter mortalité et morbidité. Une fois que vous avez défini ça, en considérant que les êtres humains sont comme des rats, après vous êtes bien obligé de prendre en compte le fait qu'il y a des grands, qu'il y a des petits, etc. Et donc pour avoir la valeur nécessaire, en fait, vous prenez la moyenne que vous avez déterminée en considérant les êtres humains, vous rajoutez 2 fois l'écart type, et vous prenez 130% du besoin moyen. Vous pouvez rééquilibrer ça par l'âge et le sexe, et vous définissez vos besoins. Alors ces besoins, ils sont de deux types. Vous avez les besoins en kilocalories, par exemple, à l'heure actuelle dans les pays développés, c'est 2000 kilocalories par jour. Pour le niveau d'activité que nous avons, c'est évident qu'un ouvrier du bâtiment, comme il est à l'extérieur, a une consommation bien supérieure. Enfin, je veux dire, pour nous, activité sédentaire, 2000 calories. Mais là aussi, il y a tout le problème des déchets à intégrer, savoir de quoi on parle. Est-ce que c'est ce qu'on va être consommé et absorbé, ou est-ce en aliments raffinés, ou est-ce qu'il s'agit de ce qui est mis à disposition? Et là, vous voyez que les facteurs multiplicatifs sont considérables, parce que vous avez un facteur 2. Au niveau mondial, sachant que les niveaux de vie sont très variables, on considère que la consommation réelle nécessaire est de 2800. Et ensuite, vous avez la liste standard, fer, protéines, énergie, acides aminés, acides gras essentiels, vitamines. Donc tout ça, c'est parfaitement connu, il n'y a aucun souci. Je vous rassure tout de suite, pour les pays européens, les deux préoccupations, il y en a 3 en fait. Il y a la consommation de fibres qui ne figure pas là-dessus. Il y a la consommation énergétique, mais qui est excessive, donc qui est responsable de l'embonpoint, obésité, etc. Et la 3e préoccupation, c'est celle du fer.
Et ça touche essentiellement la population féminine en raison de la menstruation. Et donc, il y a une vigilance particulière à avoir là-dessus pour cette population très particulière. C'est la moitié de l'humanité quand même, hein, je veux dire, mais c'est pour un événement très particulier. Alors, une fois qu'on a pris les ANC, est-ce qu'on peut se contenter de les additionner comme ça, de faire des emboîtements de modèles en disant il y a des gens qui sont petits, des gens qui sont grands, bon, sans faire de xénophobie ou de racisme. Est-ce qu'on peut emboîter des modèles de demande alimentaire? Ben, si vous voulez les emboîter, vous êtes obligé de prendre en compte ce que je vous ai expliqué précédemment. Et donc, juste pour illustrer ça, il y a eu une prospective INRA-CIRAD qui a été réalisée en 2010, en considérant 2 scénarios. Un premier scénario avec une augmentation tendancielle des calories d'origine animale, c'est-à-dire on est dans le schéma actuel, on continue, puis tout le monde veut consommer plus de calories animales, parce que ça correspond à un mode de vie sans qu'on soit capable derrière d'expliquer nécessairement quels bénéfices on en tire. Et un deuxième scénario qui prend en compte spécifiquement pour l'OCDE, donc uniquement pour la partie pays développés, une réduction de 25% des calories disponibles et une réduction par 2 des calories d'origine animale. Donc dans les 2000, ou à l'heure actuelle on en a 1200 qui viennent du monde animal, on passe à 500. Donc 500 animales et 1500 d'origine végétale. Si vous faites ça, la traduction tout de suite simple, c'est que les besoins agricoles mondiaux pour une population de 9 milliards d'individus, ils vont varier de 53 teracalories par jour. Alors teracalories, c'est des millions de kilos de calories, hein, c'est ça. Mais je peux me gêner un peu d'avoir ces multiples emboîtés, donc c'est une teracalorie par jour pour l'ensemble de l'humanité. Et si vous acceptez, si vous travaillez dans l'autre scénario, vous passez à 37. Donc vous voyez comment une variation qualitative, si elle n'est pas expliquée, peut cacher derrière des demandes quantitatives qui vont varier de manière considérable, puisque vous avez tout à coup 25% de plus de matière nécessaire. Alors, deuxième élément dans cet élément-là, toutes les fois qu'on parle de biofuel, et c'était en particulier le cas des articles de journaux que je vous ai montrés, on parle de l'impact du développement des biocarburants sur les variations de prix. Alors, une fois qu'on a fait ça, bon, c'est un bon sujet de polémique, ça occupe beaucoup. Donc, il y a un premier élément à prendre en compte et qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'une production agricole est une production qui est forcément, par nature, fluctuante. Vous pouvez décider sur une forêt d'extraire plus ou moins de bois chaque année, mais par contre, la quantité de bois de la forêt, elle, vous ne pouvez pas la maîtriser, c'est le climat, les conditions météo qui va la déterminer. C'est exactement la même chose sur une culture pérenne. Donc là, j'ai pris simplement les résultats d'une expérimentation qui a été faite avec du tournesol. Et donc, vous avez 2 années qui sont représentées. Donc, c'est l'ensemble des variétés. Hein, je veux dire, il n'y a pas d'optimisation génétique, montrer comment on va gagner en génétique, etc. Vous prenez l'ensemble des variétés inscrites au catalogue. Donc, dedans, vous n'avez pas des points aberrants voulus. Vous faites 2 années, 2008-2009. Voilà les amplitudes de variation que vous allez obtenir. Donc, ça va varier de moins de 12 à 36-38. Et vous voyez bien que les modes des 2 populations sont différents, puisque là, vous avez une année où le mode il était à 22-24, et là, on peut penser que le mode, là, il est à 28-30. Donc, c'est simplement l'influence, à ce moment-là, des conditions de l'environnement sur la productivité. Donc, ça, c'est un élément essentiel, et ça va vous faire varier, donc, ça vous donne 20 quintaux d'amplitude annuelle. Ça a été fait sur l'ensemble de la France, donc c'est pour ça que vous trouvez l'INRA et le CETIUM, en utilisant un ensemble de parcelles sur le territoire français. Alors, je vous fais grâce des corrélations qui peuvent être faites. La première à laquelle on pense tout de suite, c'est de dire on va augmenter la densité de population. Et donc, il y a des essais qui ont été faits qui sont cachés à l'intérieur, dans lesquels on a fait varier la densité de peuplement. Donc, si vous faites varier la densité de peuplement aussi en nombre de plantes à l'hectare, donc c'est en dizaines de milliers de plantes, vous voyez, ça varie de 80 000 en gros à 10 000 plantes à l'hectare. Et le rendement, vous pourriez penser que plus il y a de plantes, plus le rendement est élevé. Ben non, vous avez un superbe nuage. Alors bon, après, il y en a qui sont capables de sortir des corrélations de ce genre de nuage. Bon, je ne pense pas que ce soit tout à fait acceptable.
Mais donc c'est vrai sur le rendement, c'est vrai sur la teneur en huile, de la même manière. Donc vous prenez du tournesol, vous récupérez des graines, vous extrayez l'huile. Donc est-ce que la quantité d'huile produite est stable? Ben non. Quand vous êtes en condition de faible densité de peuplement, vous avez une teneur en huile faible, tout simplement parce que vous avez des fractions de coque plus élevées. Donc il y a un comportement de l'organe de stockage aussi qui explique cette grande dispersion des points. Alors ça, c'est un premier élément qui explique une partie, donc, qui donne des fluctuations de quantité de matière produite, et donc vous pouvez douter que sur un marché quelconque, derrière, vous allez avoir des variations de prix. Donc la FAO s'est amusée à suivre ces variations de prix sur des périodes longues, donc ici c'est sur 10 ans. Donc vous avez pour toutes les matières premières des variations de prix tout au long de l'année, donc ça c'est la gestion du stock, etc. Donc vous avez des matières premières comme par exemple l'huile brute ici qui est en augmentation constante. Donc là, vous pouvez dire ça, c'est la demande qui est d'abord l'augmentation de la population, puisque augmentation du niveau de vie veut dire augmentation de la quantité de lipides consommés, mais aussi augmentation de la demande en biocarburants dans les pays développés. Puis vous avez des fluctuations. Alors c'est le soja ici, on a la courbe verte, vous voyez qu'il oscille beaucoup plus que la partie huile brute. Et puis en 2004, vous avez un pic énorme et vous retrouvez donc le premier pic 2007-2008. Voilà, ça ce sont les données brutes que vous pouvez trouver au niveau mondial. C'est fait sur le marché nord-américain, puisque évidemment sur chaque pays vous pouvez le faire. Je vais la passer parce que c'est la même. Ah là là. J'ai laissé le. On va la retrouver. Voilà, donc il y a le même travail qui a été fait sur une période plus courte, mais c'est exactement la même logique, qui a été fait par l'INSEE en France en utilisant les données de France Agrimaire, qui est l'organisme du ministère de l'Agriculture, qui récupère l'ensemble des données, donc les prix à la consommation, les prix de la production agricole et les prix à la production des IA. Ce qui est intéressant de voir dans ces trois courbes, c'est que vous avez deux courbes qui varient relativement peu. Alors vous avez une courbe rouge, les prix à la consommation, où c'est relativement amorti. Vous avez une courbe bleue, le prix des IA, où vous avez déjà une première amplitude avec un décalage par rapport à la courbe rouge, et vous avez le prix à la production agricole vert, qui est ici, où il y a des amplitudes de variation considérables. Et c'est celles-là qui sont toujours signalées dans la littérature, dans la presse, etc. Ce sont ces courbes-là. Sachant bien qu'au même moment, vous voyez qu'au moins dans les pays en France, les variations de prix avaient lieu dans un ratio qui était beaucoup plus faible. Donc vous pouvez là aussi savoir quel indicateur vous allez choisir. Est-ce que c'est le prix à la production ou est-ce que c'est le prix de l'aliment qui est réellement consommé? Donc vous pouvez mettre en évidence une instabilité locale qui en fait sur l'ensemble du système a relativement peu d'impact. Alors il y a eu deux flambées de prix, il y en a eu une en 2007-2008. Il faut bien voir le contexte à ce moment-là quand ça s'est passé. Donc évidemment les deux fautifs c'était le bioéthanol et le biodiesel. J'ai mis le contexte, c'est simplement parce que si vous prenez le bioéthanol, la table diapositive est infiniment trop chargée pour être lue et commentée complètement. La production mondiale de céréales en 2007-2008, c'était 2 milliards de tonnes. Et la consommation de céréales pour faire du bioéthanol était de 50 millions de tonnes. Donc vous avez 0,5% à qui on attribue un effet de fluctuation fantastique sur les variations de prix. Deuxième élément, quand vous allez là-dedans, c'est que ces variations de prix, elles ont porté d'abord sur le riz et ensuite sur le maïs. Et ce qui est très étonnant, c'est que le riz, à ce moment-là, ne subissait aucun usage de transformation en bioéthanol. Il n'y avait que le maïs. Et donc le maïs est arrivé dans un deuxième temps, après que la variation, la volatilité des prix ait existé d'abord sur le riz. C'est sur le riz que s'est produit l'emballement. Donc vous avez exactement la même plaisanterie sur la partie biodiesel, si vous comparez les 6 millions de tonnes d'huile végétale utilisées à ce moment-là comparativement aux 120 millions qui étaient produits. Voilà, alors vous pouvez faire exactement le même jeu en vous projetant en 2015 pour savoir quel va être l'impact. Alors, il y a 3 lignes, je les ai retrouvées. Alors sur 2007-2008, quels sont les facteurs explicatifs?
sachant bien qu'on regarde a posteriori un événement et qu'il est hors de question dans cette partie économique de faire de l'expérimentation. Donc il y a des déterminants structurels. Depuis le début 90, il y a une faible élasticité de la demande, il y a un très fort, c'est-à-dire que faible élasticité de la demande, ça veut dire que quand le prix augmente, la demande reste constante. Au même niveau de prix, et il n'y a pas de baisse de la demande. Deuxièmement, il y a un dynamisme de la demande très fort qui est lié à la croissance économique, au fait que les pays émergents sont en transition alimentaire, il y a une évolution des habitudes alimentaires, etc. Et le troisième élément, alors le donc est inutile, est faux là, il y a une diminution des stocks. Vous pouvez spéculer, si vous jouez entre amis ou en famille, vous savez que vous pouvez vous amuser à spéculer dans n'importe quel jeu à partir du moment où le nombre de jetons, tous les jetons sont présents sur la table. Si les jetons sont habilement répartis chez tous les partenaires, ça ne sert à rien de spéculer parce que tout le monde va pouvoir réagir à la moindre tentative. À partir du moment où il y a peu de stock, toute variation comparée du volume de production va forcément déstabiliser le stock qui va être très fortement mobilisé. Donc vous avez des explications qu'on peut trouver dans certaines écoles de pensée qui disent si on était capable de monter les stocks mondiaux de céréales en particulier à 3 ou 4 mois, ça casserait complètement la spéculation. À partir du moment où on laisse tomber les stocks mondiaux à 1 mois de consommation, forcément la spéculation va apparaître parce qu'elle va anticiper par relevé satellitaire les prévisions de production et donc elle va être capable de savoir si les céréales en stock vont être rendues nécessaires. Ensuite, il y a des facteurs conjoncturels, donc il y avait eu un certain nombre de facteurs climatiques, d'accidents climatiques, il y avait les biocarburants, il y a la dépréciation du dollar US, donc tous les pays qui ont comme ça. Le fait que le dollar US ait baissé a eu un impact positif sur les coûts de production. Il y a une segmentation des marchés, ça c'est vrai pour le maïs, puisque des marchés OGM existent en dehors de l'Europe. Donc à partir du moment où l'Europe décide de travailler en or sans OGM, le maïs US, à partir de ce moment-là, va être sollicité pour certaines applications, à la différence de l'Europe. Et puis il y a la spéculation. Et le dernier point, c'est le fait que les marchés mondiaux sont étroits, c'est-à-dire qu'en fait les volumes qui sont échangés représentent moins de 10% de la production mondiale, et il y a une surréaction sur ces prix. Donc on n'est pas du tout dans un marché qui considère l'ensemble de la production. Alors, quelle est la part de la responsabilité des biocarburants? Donc, vous pouvez aller consulter. Pour moi, les deux points extrêmes, vous les trouvez soit à la FAO, soit au WWF. C'est les deux endroits qui en parlent. Et donc, à l'heure actuelle, les deux sont d'accord pour dire que la responsabilité des carburants, c'est 10 à 20% selon les auteurs, dans les fluctuations de prix, pas plus. Sachant que les premiers papiers qui étaient sortis disaient que les biocarburants étaient responsables de 60 ou 80%. Maintenant que l'affaire s'est un peu tassée et qu'on a pu travailler, on considère que c'est simplement 10 à 20%. Les éléments qui permettent de faire ça, c'est le fait qu'on a maintenant un certain nombre de modèles qui couplent des modules agricoles énergétiques. On dispose des données de spéculation, c'est-à-dire comment les acteurs sont intervenus sur les marchés. Et puis dernièrement, les enchaînements d'effets et la transmission des prix. Alors il y a une deuxième donc après 2008, il y a eu une inversion des facteurs conjoncturels, donc conditions climatiques plus favorables, fin des politiques commerciales d'exception, donc ça, moindre politique commerciale d'exception, et réaction des producteurs agricoles. À partir du moment où un prix est élevé, les producteurs agricoles ont fortement tendance à produire la plante qui, l'an dernier, a suscité le prix de vente le plus élevé. Donc il y a eu tous ces éléments-là qui se mettent en place. Et à partir de ce moment-là, vous avez une inversion des facteurs conjoncturels et une baisse. C'est pour ça que dans le schéma précédent, vous aviez le grand pic là en 2007-2008, puis ensuite ça a retombé. Ce n'est pas parce que les voitures avaient été de rouler et les gens mangeaient moins, mais c'est tout simplement parce que les acteurs économiques individuels avaient décidé de jouer sur les marchés qui étaient profitables. Et ensuite, vous avez une deuxième flambée en 2010-2011 avec les mêmes effets, avec les mêmes causes et donc les mêmes effets. Donc là, aucun effet d'apprentissage au niveau mondial. Ce sont toujours des déterminants structurels à l'œuvre. Il y a un certain nombre de facteurs conjoncturels. Alors, il y a eu les accidents climatiques en Russie, en Australie, etc., qui étaient liés à chaque fois à la sécheresse. Là, ça a touché en particulier le blé. Le gouvernement russe a décidé de fermer ses frontières. Donc, forcément, il y a tout un effet
domino, il y a eu une variation du prix du pétrole, et puis la spéculation a eu lieu, parce qu'il n'y a pas de raison que la spéculation n'intervienne pas sur ce marché comme sur d'autres. Alors si on veut maintenant se projeter à plus long terme, il y a eu des travaux de simulation qui ont été faits en combinant les demandes alimentaires et les demandes non alimentaires telles qu'elles figurent en particulier dans les politiques énergétiques européennes de réduction de gaz à effet de serre. Donc on est capable de dire, à partir des travaux de 2005, de voir ce qui se passera en 2015 avec, on va prendre cette colonne-là, l'objet qui est acté, l'objectif acté, et donc là ça vous donne en millions de tonnes au niveau mondial les quantités qui seront nécessaires. Alors vous pouvez faire ça, vous pouvez le faire aussi avec des objectifs plus ambitieux, et vous avez les variations de quantités qui sont nécessaires en alimentation humaine, c'est le bloc orange, verte c'est le bloc animal, donc c'est la partie tourteau, et ça c'est la partie biocarburant. Donc vous voyez quand même dedans ce qui est intéressant, c'est que la consommation humaine, ça c'est les lipides, hein. Ça c'est la consommation directe en alimentation humaine, et donc là on est bien dans la partie céréales, mais là c'est toute la partie consommation par les animaux au titre de concentré énergétique. Donc la consommation des animaux ici est une variable d'ajustement. Alors en tant que Français, on peut considérer que la consommation de produits laitiers et de produits d'origine animale carnée est un élément constitutif de notre culture, il ne faut pas y toucher, mais il faut en connaître le coût derrière énergétique et ne pas l'oublier. Donc vous avez exactement la même chose qui a été faite en utilisant une modélisation sur la partie lipide avec la partie alimentaire et la partie biocarburant. Vous voyez à ce moment-là que la partie animale n'existe pas, et en revanche vous avez que les biocarburants et l'alimentaire toujours sur ces trois créneaux. Chaque fois, c'est trois scénarios qui sont fléchés, et donc en utilisant au niveau mondial ce modèle Eoléosime, vous pouvez y accéder. Alors, dans ce jeu-là, on a tendance à considérer que le pétrole est hors jeu. C'est une autre variable qui va intervenir. En fait, non. De plus en plus de pays, pour différentes raisons, ont décidé de prendre le prix du pétrole comme variable de base. Ils l'ont pris pour deux raisons. D'abord parce que le pétrole est la ressource énergétique utilisée pour les intrants. Donc dès que vous allez faire en particulier des engrais azotés, vous allez utiliser une ressource énergétique qui est le pétrole. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a un marché des carburants qui s'est mis en place. Et à ce moment-là, la variable de calage des biocarburants, c'est le prix du pétrole. Plus le pétrole va augmenter, bien entendu, plus ça va avoir un effet d'entraînement. C'est la spéculation qui est faite par tout le monde. Et donc, vous avez un certain nombre de pays, en particulier le Brésil, qui a lié directement le prix de l'éthanol au prix du sucre, forcément, et au prix du pétrole. Donc, c'est comme ça que se mettent en place les variations. Et donc, c'est une variable cachée à l'intérieur du dispositif qu'on ne sait pas manipuler, parce qu'en plus, celle-là se donne lieu à énormément d'acteurs qui jouent dans une sphère complètement différente. C'est une variable cachée des variations des prix de la biomasse, mais c'est une variable essentielle, surtout dans les pays qui sont producteurs de matières premières. C'est en particulier le cas du Brésil. Et donc, il y a des travaux qui ont été mis en place, là je cite les travaux de Gohain, là, en 2007, donc qui vous permettent, en prenant l'objectif à 5,75% d'incorporation dans l'Europe des 15, parce qu'à l'époque c'était l'Europe des 15 quand les travaux ont commencé, c'est là où on a toutes les données, de voir ce que ça donne en 2015. Et donc vous avez pour chacune de ces variables, pour ce scénario-là, les conséquences que cela va avoir sur la demande, sur la production de graines, parce qu'on aurait pu aussi décider d'importer, sur des importations d'huile végétale, colza et surtout le palme, qui est caché ici, une augmentation des prix domestiques avec une estimation du prix en supposant que l'élasticité reste au même niveau. Et l'effet induit, donc c'est pour ça que les affaires sont compliquées, c'est que plus vous allez produire de biocarburants, plus vous allez produire, à partir de colza et tournesol, plus vous allez produire de tourteaux protéiques, dont le seul marché est l'alimentation animale. Donc vous pouvez avoir une démarche très vertueuse, sous réserve qu'il soit durable, votre biocarburant, une démarche très vertueuse d'augmentation de la consommation de biocarburants et induire indirectement une consommation, une baisse du prix des tourteaux et donc de favoriser
les productions animales qui ont des effets délétères. Donc on est vraiment dans un système compliqué, complexe, en sens que les variables ne sont pas tout simplement linéaires. Donc vous avez exactement le même travail qui a été fait sur la partie bioéthanol pour le sucre. Voilà. Alors, troisième variable, le changement climatique. Comment est-il appréhendé? Il y a très peu de scénarios qui le prennent en compte. Pas parce qu'il y a un manque de foi dans les résultats donnés, mais tout simplement parce que tout le monde attend un peu la publication des prochains résultats fin 2012, début 2013, des scénarios. Donc, en général, il n'est pas donné. Mais je vais vous donner simplement. Donc, vous savez, plusieurs scénarios qui ont été publiés avec des variations de température qui couvrent 2,5 degrés Celsius. La conséquence de ça, elle est toute simple. Donc, c'est les travaux de Paris en 2005, donc, qui s'est attelé à la tâche de détermination des variations de production mondiale sur les 3 céréales principales, donc le blé, le maïs, le riz, je ne me souviens plus ce que c'est, dans chacun des scénarios. Donc là, c'est donné pour le blé au niveau mondial, dans l'hypothèse d'un réchauffement climatique, dans l'hypothèse où il n'y a pas de nouvelles variétés qui permettent de compenser instantanément le réchauffement climatique, vous avez des variations de production mondiale de blé qui vont varier de 6 à 10%, ce qui est énorme. Alors, comparé aux amplitudes précédentes que je vous ai montrées sur le tournesol, ça vous peut paraître simple, mais au niveau mondial, c'est quelque chose qu'on ne sait pas amortir. Et donc là, vous avez sur cette carte graphique les variations de rendement qui vont être observées, sachant que ces variations de rendement, elles peuvent être négatives. Il faut surtout en fait regarder les parties jaunes, là. Ça concerne l'Amérique du Sud, les États-Unis. La partie africaine au sud, là, celle qui est très productive en fait, et l'Australie. Les gains, vous allez les obtenir dans les zones plutôt tempérées, puisque vous avez une meilleure température. Donc ça a été fait c'est pour 2080, et ça, donc vous avez toutes les étapes, puisque ça peut être modélisé relativement facilement. Donc le changement climatique a comme principal effet une baisse de la production potentielle. Donc ça a été fait sur les céréales, ça a été fait exactement de la même manière sur la productivité de la forêt et la productivité du bétail sur chacune des grandes régions du monde. Donc sur chacune des grandes régions, il y a à l'heure actuelle des scénarios qui permettent de prédire les variations de production. Et le point final dans ce terme-là, dans ce jeu-là, ça a été la définition des zones dans lesquelles on aurait de la population mal nourrie, sous-nourrie, donc estimation statistique, et on retrouve en particulier la partie africaine, et on retrouve une partie de l'Asie, enfin une partie considérable de l'Asie, qui va présenter ces phénomènes de malnutrition. Voilà, donc ça, on en dispose à l'heure actuelle. Le troisième élément, c'est la partie transition énergétique. Donc comment on va ça, on en a discuté dans les systèmes énergétiques. Quelles contributions peuvent apporter les biocarburants au plan strictement qualitatif, je veux dire, si on décide de les produire, quels sont les intérêts. Ça, il faut bien se ramener à cette idée-là, qu'à un moment donné, il y a un juge de paix qui est la production de gaz à effet de serre au niveau global, et qu'il y a des endroits où on ne peut pas jouer. Alors au niveau français, puisque ça fait partie des sujets d'intérêt, là je vous ai donné simplement en France les quantités de millions de TEP en renouvelables, en vous signalant dedans la ventilation du renouvelable tel qu'il a. Alors il n'y a pas tout le renouvelable, il n'y a pas le géothermique, il n'y a pas l'hydraulique, etc. J'ai pris que la partie biomasse. Donc vous retrouvez le biogaz, dont on parle beaucoup, vous voyez que sa contribution est quand même très faible, et on sait qu'il montera au plus à 1 million de tonnes, tout simplement par la disponibilité de matière. Vous avez le bois énergie, ici, ça c'est le bois de feu, on va dire, plus simplement. Le bois énergie, c'est ce qui est fait sous forme de plaquettes et qui part directement dans des chaufferies, alors soit dans les chaufferies, soit en cogénération. Vous avez les biocarburants de 3 et toute la partie bioincinération de matières premières. Ça, pour réaliser cette opération-là, donc en dehors du biogaz qui correspond à la méthanisation, pour réaliser le reste, on utilise en gros 1,4 million d'hectares d'oléagineux, 210 000 hectares de blé maïs et 42 000 hectares de betteraves, c'est-à-dire 6% de la SAU française.
la SEU française, à certains moments, elle est montée jusqu'à 15% en friche agricole parce qu'il y avait des excédents agricoles. Ici, maintenant, vous voulez voir les effets induits. Donc, vous prenez colza, blé, betterave. On n'a pas besoin de rajouter le maïs. Chaque fois, il y a ce qui est capable de produire 1 hectare de la plante considérée. Ça, c'est au niveau français. Ça veut dire que le colza et le blé, ils ont produit en gros en EHMV, donc en ester, le colza et le tournesol. Ils sont tous les deux ensemble. Ils ont produit 1,9 million, mais on n'a pas produit suffisamment. Donc, on a dû importer 0,34. Et le blé, par contre, on est suffisant pour faire de l'éthanol. Blé et betterave, on a produit 0,9 million de tonnes. Donc ça vous montre quelles sont les espèces qui ont contribué. Ne jamais oublier que simultanément, on a produit, dans le cas du colza, comme dans le cas du blé, comme dans le cas de la betterave, des produits qui partent en alimentation animale. Donc toute augmentation de la production de biocarburants s'accompagne de la production de fractions végétales qui vont servir en alimentation animale parce que c'est la seule destinée qu'il y a à l'heure actuelle. Alors ensuite, je me suis amusé en disant, mais finalement, si on repartait un siècle avant, on pouvait trouver dans la littérature, et surtout dans soit les librairies de l'INRA, enfin pas les librairies, les bibliothèques de l'INRA, soit les bibliothèques du collège. Il faut dire, on se place en 1900. Donc en 1900, la surface, la SAU, vous voyez, était à 25 millions d'hectares. Cette année, en ce moment, elle est à 29. Donc il y a eu une déforestation qui s'est mise en place. En 1900, en gros, vous aviez pour la force motrice présente sur les exploitations agricoles, vous avez des chevaux, des bœufs, des ânes et des mulets, ça dépendait de la région où vous étiez, bien entendu. Et ça consommait 25% de la SAU. Donc, pour la force motrice locale, on est bien d'accord. Donc c'était de l'avoine, 4 millions d'hectares, et 2 millions d'hectares de prés, foin et pâture. Donc après, vous pouvez vous dire, mais finalement, à quoi ça nous sert de passer par une machine pour obtenir de la force motrice? Je ne parle pas du lien homme-animal, etc. Je veux dire, on a besoin de force motrice. Est-ce qu'il faut retourner aux chevaux ou est-ce qu'on reste avec des machines? Donc vous pouvez faire un cheval qui va travailler, on va dire 7 heures par jour, pendant 350 jours. Ça vous donne une production mécanique de 1,8 giga, sachant qu'un cheval, alors un percheron, c'est 735 watts. Donc vous faites les calculs, c'est un calcul qu'on fait au CM2, etc. Donc sur 350 jours, en gros, il a développé une énergie mécanique, parce que c'est celle-là qui nous intéresse, une énergie mécanique de 6000 kWh. Il a un rendement biologique, parce que le cheval, en même temps, il vit, etc. Bon, c'est un être vivant. Donc il a un rendement biologique qui est estimé à 20%. Donc il a, pendant une année, consommé 30 000 kWh, ou 2,4 TEP. Autant vous dire, on va faire le même travail que le cheval. Donc c'est cette valeur-là qu'il faut prendre. Vous utilisez un moteur à allumage à 100 chevaux. Alors, pas de course à la puissance. Vous mettez un rendement de 35%. Ça vous aurait coûté 0,07 TEP. Donc vous voyez comment le passage d'une énergie biologique directe à une énergie mécanique via le moteur vous permet de gagner, ici, je ne parle pas du prix du pétrole, mais vous permet de passer de 4 à 0,07. Donc en termes d'injection dans le système. Alors vous pouvez faire exactement la même chose, bien entendu, avec un moteur diesel. Alors ça donne lieu dans la littérature à des comparaisons infinies, savoir s'il vaut mieux un percheron ou un âne pour effectuer le travail, mais de toute façon, ça se finit toujours de la même manière. Le retour à l'usage d'animaux domestiques, sauf conditions particulières, s'accompagnerait d'une moindre efficacité énergétique sur le système. Alors, si on regarde que le critère efficacité énergétique, si maintenant vous vous placez au niveau mondial, donc vous voyez que le renouvelable, ici, c'est 12%, vous avez un poids énorme du charbon, matériau polluant par excellence, vous avez l'énergie nucléaire qui nous préoccupe tant en France, qui ne représente que 2%, et le pétrole et ses dérivés, 35%. Voilà, ça c'est l'ensemble de la demande, c'est quelque chose qui est parfaitement connu, c'est publié régulièrement.
Vous pouvez trouver des données à l'American Chemical Society. La meilleure source, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Enfin, la source la plus complète, qui a toujours la même grille d'analyse, quel que soit le pays, c'est l'Agence internationale de l'énergie. Donc vous êtes capable, on est capable à l'heure actuelle de connaître les besoins énergétiques. Alors, dernier point, puisqu'on a parlé des perspectives et des variables à avoir en compte, c'est est-ce que cette chimie verte dont je vous parle, depuis plusieurs semaines, est-ce qu'elle existe déjà ou est-ce que c'est quelque chose que l'on veut projeter? Donc sur la partie biocarburant, c'est une augmentation considérable de la production. En revanche, sur d'autres éléments, il faut bien savoir que ça existe depuis très longtemps. Alors, dedans, donc j'ai pris les cultures industrielles hors forêt. Hein. Ça, c'est au niveau mondial. Donc c'est une liste à la Prévert. J'ai éliminé les plantes médicamenteuses parce que bon, c'est quelques dizaines de milliers d'hectares, très haute valeur ajoutée, mais ça ne rentre pas tout à fait dans le cadre d'une industrie telle qu'on le conçoit. Et donc, on part du coton, c'est la première plante, c'est 500 000 hectares, c'est là où il y a le plus d'OGM, mais c'est là où il y a le plus de traitements phytosanitaires aussi, peut-être parce qu'il y a des OGM. Et donc, chaque fois, je vous ai donné les pays qui en étaient les porteurs. Donc, vous avez le coton, et ensuite, quand vous allez passer au lin et au chanvre, qui sont les productions qui nous intéressent le plus en France, vous avez des surfaces qui sont beaucoup plus faibles. Enfin, le lin, c'est 166 000 hectares, 2 tiers en France. Vous pouvez descendre. Alors, il y a des cultures qui sont incontournables. Donc, le coton, à l'heure actuelle, on ne saurait pas s'en passer. L'EVA, c'est la même chose pour faire le caoutchouc, c'est 9 millions d'hectares, essentiellement en Asie. Vous descendez comme ça. Alors, je n'ai pas mis la soie, parce que ça ne me paraît pas être un matériau suffisamment important. J'ai mis la laine, 2,2 millions de tonnes. Et le cuir, alors je ne suis pas capable de transformer le cuir qui est vendu en mètres carrés en masse. Bon, parce qu'il y a l'épaisseur, je ne connais pas l'épaisseur. Donc globalement, quand vous prenez le marché mondial des productions chimiques fossiles et renouvelables, vous avez un marché à 70-75 millions de tonnes. Donc ça, je vous ai listé ce qui était d'origine biologique. Mais il faut bien savoir qu'à côté, il y a 4 fibres matériaux qui sont très importantes, le polyester, le polyamide, polyacrylamide, qui sont à l'heure actuelle supérieurs aux productions de fibres naturelles. C'est vrai au niveau mondial, c'est faux au niveau de chaque pays. Il est évident que plus un pays est développé, plus il va avoir tendance à utiliser des fibres dites de synthèse par opposition aux fibres naturelles. Et le deuxième élément de réserve qu'il faut avoir, c'est que ça, ce sont les éléments qui ont donné lieu à des transactions commerciales. Si la transaction n'a pas donné lieu à échange, je pense en particulier aux sociétés primitives, pas qui vivent nécessairement de cueillette, mais celles qui vivent de troc, à ce moment-là, échappent complètement. Donc il se peut qu'il y ait une sous-estimation, en particulier des consommations de fibres végétales, coton, lin, chanvre et laine, à ce niveau-là. On va le passer. Deuxième point dans ces productions qui existent déjà, la forêt. Donc, juste pour vous donner quelques informations sur la forêt. Donc, la forêt en France, c'est 15 millions d'hectares. Il y a un stock énorme de 25 milliards de mètres cubes. Là, on ne parle pas en tonnes. Là, vous avez les valeurs pour la Suède, la Finlande, l'Allemagne, etc. Donc, c'est la France. La France, vous voyez, est un pays intermédiaire dans l'Europe. C'est surtout la Finlande et la Suède qui ont des forêts très importantes. Cette forêt française, et ça compte que pour la forêt française, chaque année, son fonctionnement normal conduit à 8 millions de mètres cubes de bois qui meurent, c'est-à-dire qui tombent sur le sol et qui rentrent dans la partie décomposition. Mais simultanément, il y a la synthèse de 85 millions de mètres cubes de bois de tige. Mais si vous prenez l'ensemble des bois aériens, ça vous donne 120 millions de mètres cubes de bois. Et là-dedans, quand vous voulez calculer, donc pour retourner, vous savez, au bois plaquette, au bois énergie, au bois de feu, que je vous ai présenté là, c'est la somme de ces deux lignes-là, mais là c'est exprimé en millions de TEP, donc c'est les 3 et 6 qui sont là. Comment sont-ils alimentés? Bon, on part des 120 millions de mètres cubes de bois, il y en a chaque année 33 millions qui s'accumulent, qui restent dans la forêt. Aujourd'hui, en 2010, il y en a 33 millions qui s'accumulent.
il y a une estimation de 20 millions de mètres cubes qui sont non déclarés, c'est-à-dire non déclarés qui ne donnent pas lieu à une transaction commerciale, donc c'est toute l'autoconsommation. Et puis ensuite, ce que j'appelle souvent le troc, c'est-à-dire des échanges entre propriétaires fonciers, qui a un qui donne la haie et l'autre effectue un travail en conséquence en retour. Et on considère qu'il y en a 20 millions, et la récolte annuelle, elle est, pour le prendre que le diamètre est supérieur à 7 cm, elle est de 44 millions de mètres cubes. Dedans, ça c'est la récolte donc de bois supérieur à 7 cm de diamètre. Mais en fait, si vous prenez l'ensemble du bois, vous avez 37 millions de mètres cubes, dont un tiers de résineux, vous avez du bois d'œuvre, du bois de trituration, et dedans, il n'y a que 3 millions de bois de feu, c'est-à-dire les tout petits diamètres. Voilà la description. Donc la forêt est à l'heure actuelle considérée comme une ressource, et les deux ressources qu'il faut être capable de prendre en compte, c'est d'une part l'accumulation ici, sur une forêt française, donc qui est arrivée à maturité, c'est comment peut-on utiliser ces 33 millions de mètres cubes qui s'accumulent annuellement, et comment peut-on faire apparaître ces 20 millions de mètres cubes qui ne sont pas déclarés et donc qui contribuent à des énergies renouvelables non comptabilisées. Alors ça intéresse forcément les ministères d'augmenter les quantités d'énergie renouvelable sans faire le moindre effort. Je ne veux pas dire qu'ils sont feignants par essence, mais c'est quelque chose qui existe déjà mais qu'on ne sait pas appréhender. Mais ça permet quand même aussi de répondre aux éléments. Alors, ce qui est en développement important, et je voulais vous le signaler, c'est la place du bois dans l'habitat. Alors, ce n'est pas particulièrement frappant quand on est en France. Quand on est en France, on a du bois d'œuvre, du panneau MDF, donc Medium Density Fiberboard. C'est vrai pour le bois dans l'habitat et dans la partie meuble. Ça a une densité, vous voyez, qui est inférieure à 0,5 tonnes au mètre cube, comparativement à plusieurs tonnes au mètre cube dans le cas en particulier du ciment. Les avantages, c'est la résistance au stress mécanique au feu, il y a des capacités isolantes, il y a une économie énergétique, c'est 1/5 du ciment en termes de consommation d'énergie, ce qui fait que dans l'UE des 27, à l'heure actuelle, il y a 15 à 20% du volume annuel, ça doit être des surfaces au sol, des nouvelles constructions qui sont faites à partir de bois. Donc il y a une très forte dynamique. Ça veut dire que ça va les mobiliser de la même manière, la forêt dont on a parlé précédemment. Et cette tendance-là, elle est à voir au niveau mondial. Donc si vous prenez le parc immobilier scandinave, c'est à 90% des maisons de bois. Si vous allez en Amérique du Nord, il y a 2 millions de maisons en bois qui sont construites annuellement. Évidemment, qu'il y a un ouragan qui passe, ça ne se passe pas nécessairement très bien. Et la principale utilisation, c'est pour l'habitat individuel. Et quand vous allez en Amérique du Nord, donc l'USDA a regardé, il y a 3 endroits où il y a des utilisations préférentielles du bois, qui sont les bureaux, tous les établissements religieux, donc les chapelles et églises, en particulier dans les petites villes, et les hôtels. Donc ça, c'est lié à une implantation au sol à très faible densité, et ça vous explique. Ensuite, dès qu'on passe dans les autres usages, donc éducation, public, récréation, magasins, etc., à ce moment-là, ils repassent dans des constructions. Ça, on va passer. Voilà, donc si on reprend la figure que je vous ai montrée tout à l'heure, sur chacune des flèches, on peut maintenant mettre des symboles disant que si vous augmentez par exemple la consommation énergétique, ici, ça va avoir un effet négatif sur le réchauffement climatique, etc. Et donc j'ai positionné un certain nombre de symboles positifs et négatifs en disant quand cette variable de base, la migration par exemple, augmente, on augmente les flux migratoires, ben, ça va avoir des effets positifs et négatifs. Là, dans ce cas-là, c'est le seul endroit où il y a les deux. Tout simplement parce que vous allez avoir ici un effet positif, ça va augmenter la consommation de production, la demande sur la consommation de produits végétaux, mais simultanément, ça va la diminuer, parce que je vous rappelle que dans une leçon précédente, j'avais montré qu'il y avait des pertes au moment de la récolte qui étaient considérables en fonction du niveau de développement des pays. Voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, vous avez un beau raisonnement, vous avez un raisonnement d'ingénieur parfait. Vous n'êtes pas tellement préoccupé des populations, savoir si elles étaient intéressées, et à un certain moment, vous êtes obligé d'avoir quand même un raisonnement en allant voir si l'action qui est prévue correspond à un bien public.
Alors, je n'ai pas voulu faire politique française, surtout en ce moment. Donc, je suis allé chercher tout simplement dans la littérature, mais ça fait plaisir, ça fait les gorges chaudes du monde entier, ce que des politiques américains n'ont pas hésité à déclarer. Donc, la plus belle déclaration, elle a été obtenue par George Bush, le père, qui a dit que le mode de vie américain n'est pas négociable. Donc ça vous explique pourquoi ils n'ont jamais signé les accords sur le climat, etc. Donc pour eux, envisager une réduction, enfin une diminution du mode de vie, c'est-à-dire une diminution de la consommation énergétique, pour cet homme politique-là, c'était non négociable. C'est peut-être le défaut de la démocratie. Puis après, vous avez des gens qui sont rentrés dans le système et qui se sont exprimés ensuite en disant comment le système politique réagit. Donc Schlesinger, il était quand même dans le système politique, mais ce n'était pas un homme politique de premier plan. Et donc ce qui est quand même savoureux, c'est le comportement d'un acteur majeur, mondial en termes d'énergie, qui n'hésite pas à raconter dans un congrès à Madrid que finalement c'est plus intéressant et plus facile d'aller botter les fesses au Moyen-Orient, aux gens au Moyen-Orient, que de diminuer la dépendance de l'Amérique vis-à-vis du pétrole importé. C'est ce qui existait à un moment donné dans la voie politique nord-américaine. Ne prenez surtout pas ce discours comme un discours nord-américain. J'ai bien pris quelque chose qui était en dehors de la France parce qu'on est en période électorale. Et j'ai pris quelque chose qui était particulièrement illustratif de ces années-là. Depuis, le gouvernement actuel des États-Unis est incapable de tenir les mêmes propos. Je veux dire, tout simplement, limiter la dépendance de l'Amérique vis-à-vis du pétrole importé, c'est maintenant une des priorités de l'administration Obama. Donc, il y a une réflexion éthique qui s'est mise en place. Donc, je vous donne celle qui est la plus avancée. Il y en a une à l'INRA, mais elle me paraît moins bien, je veux dire. C'est celle qui a été faite au Royaume-Uni, dans le conseil Newfield. Et donc, ils ont eu une réflexion sur l'éthique en disant quels sont les liens entre les politiques, au sens les politiques publiques mises en œuvre, hein, on va réduire les émissions de gaz à effet de serre, les technologies, on veut du biofuel, on veut du BTL ou autre chose, par exemple, et les mises en œuvre de ces technologies. Comment va-t-on le faire? Et donc, ils ont défini à partir de ce moment-là 4 critères majeurs auxquels il faut s'arrêter. C'est que le développement des bioénergies ne doit pas se faire aux dépens des populations. Et en fait, les populations, c'est directement, ça rentre dans les populations lorsqu'elles sont affectées par un choix qui a été effectué dans un pays développé, qui décide d'aller dans un pays, on va dire pauvre, implanter du palmier ou autre chose pour répondre à ses besoins propres. Et donc, à ce moment-là, voilà les critères sur lesquels il faut s'arrêter. Donc, la sécurité alimentaire, l'eau, la santé, la propriété collective individuelle et le droit du travail. Alors, il y en a dedans qui sont absolument évidents. La propriété collective et individuelle, c'est un élément essentiel, tout simplement parce que dans un certain nombre de pays, il n'y a pas, mais il y a la même chose en France, hein, il y a des terres qui sont en propriété collective et qui sont affectées à du pâturage. À partir du moment où on décide de faire dessus, d'implanter une culture pérenne, du palmier ou autre chose, etc., vous la passez dans un système qui est privé, individuel, et donc vous privez une communauté d'une ressource foncière. Et ça, c'est un élément qui est particulièrement délicat à l'heure actuelle. On sait l'identifier, mais on ne sait pas nécessairement, quand je dis le gérer, ce n'est pas comment faire changer le système de propriété. Non, c'est simplement, il y a une propriété collective qui existe en France, hein, de la même manière. Vous avez des forêts domaniales, vous avez des forêts communales, etc., qui sont en propriété collective et qu'on gère. Donc ensuite, il y a la durabilité. Donc ça, c'est relativement facile. Ensuite, il y a la propriété intellectuelle. Alors, ça, c'est les échanges de technologies. Quand vous décidez d'aller faire du biocarburant au Brésil, vous allez avoir besoin de terre, vous allez avoir besoin de canne à sucre, mais à un certain moment, vous allez avoir besoin d'enzymes et de micro-organismes. Donc, vous allez transférer des outils de très haute technologie, et donc il faut que ce soit respecté. Et plus que la propriété intellectuelle, c'est la propriété biologique. C'est-à-dire quand un pays a été capable de trouver une espèce qui produit une molécule d'intérêt, comment faire pour que cette attribution nationale soit suivie dans l'ensemble des dispositifs. Alors depuis, il y a un certain nombre de lois internationales, dites de Rio en particulier, qui ont été adoptées, qui permettent de s'en préserver, mais il faut bien savoir qu'on a un passif extraordinairement lourd dedans. L'EVA, par exemple, est une plante qui a été trouvée au Brésil, qui a fait la fortune du Brésil,
Et à un certain moment, il y a un petit malin qui, pour des raisons de botanique, a transporté les VA à Londres, et puis ensuite, il a inondé l'Asie du Sud-Est avec des plants des VA. Et maintenant, tous les VA est produit en fait en Asie du Sud-Est. Donc, on a beau s'entourer de lois, il faut savoir qu'il y a quand même des exemples redoutables. Le dernier point, c'est la répartition de la valeur ajoutée qui doit être équitable sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc là, je vous renvoie en particulier à l'exemple de Sophie Protéol, qui, sur la filière oléagineux, est capable de répartir cela. Et il y a deux autres critères qui doivent être pris en compte. Le premier, c'est l'irréversibilité des choix technologiques. Quand vous décidez de déforester, par exemple, c'est un choix qui est irréversible. Vous pouvez replanter une forêt, mais le déstockage du carbone, il est définitif. Et le dernier point, c'est la partie incertitude. Je vous ai expliqué plusieurs fois qu'il y avait des écarts types considérables dans les mesures qui étaient effectuées en toute bonne foi. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement compliqué à prendre en compte. Donc les conclusions sur identifier ces variables, il y en a 3. Il y a 2 inconnus majeurs. Le premier, c'est la régulation des marchés. Bon, les marchés des matières agricoles n'échappant pas aux autres marchés, les illustrations sont nombreuses. Le deuxième inconnu, c'est l'adhésion des individus à modifier leur comportement pour un bénéfice collectif, sachant bien qu'aucun d'entre eux n'aura un retour sonnant et trébuchant. Je l'appelais moi un retour individuel quantifiable. Donc on a besoin de développer des mécanismes d'apprentissage et de coopération sur lesquels les sociétés, au moins occidentales, sont complètement démunies. Ensuite, on a un système d'équations simples, c'est celui que vous verrez la prochaine fois dans les scénarios de la FAO, de l'Agence internationale. Vous avez la démographie, vous allez satisfaire les différents besoins élémentaires, alimentation, habitat, hygiène, habillement, transport, etc. Vous avez une transition énergétique pour réduire les gaz à effet de serre et anticiper la disparition d'un certain nombre de ressources fossiles. Et vous avez à articuler le local et le mondial au travers des analyses de cycle de vie attributionnelles et conséquentielles. Donc ça c'est la partie... Elle est très compliquée à traiter en termes de maths, d'emboîtement de modèles, mais elle est relativement simple à concevoir. Ça, c'est la partie inconnue. Et vous avez 3 variables ici d'ajustement. La première sont les innovations biotechnologiques, en disant qu'on ne sait pas ce qu'on va être capable de trouver. Le deuxième, la dernière variable d'ajustement, je l'ai mise là, c'est tout simplement est-ce que la Terre peut supporter autant d'individus? D'ailleurs, dans les théoriciens de la décroissance, il y en a qui disent la question n'est pas de savoir combien d'individus la Terre peut supporter, mais la question est de savoir quel niveau de vie on accepte pour 9 milliards d'individus. Sachant que dans le niveau de vie, on inclut aussi des différences fortes entre le nord et le sud, par exemple. Et la dernière variable d'ajustement, c'est la part des produits animaux dans l'alimentation humaine. Alors, ma diapo n'est pas à jour, je vous la donnerai la prochaine fois. Il y a un certain nombre de sources. Donc, on retrouve le climat, on retrouve l'association des forestiers, on retrouve les statistiques de la FAO, la bioéthique avec Newfield. Mais si vous voulez simplement vous amuser, moi, je vous conseille la lecture du livre d'Éric Orsena, Voyage au pays du coton. Alors, c'est une personne de la Cour des comptes que j'ai un peu titillé la dernière fois, pas lui, mais la Cour des comptes en général. Mais lui a fait un travail tout simplement qui consistait à visiter des pays qui produisent du coton au travers du monde et à montrer avec très peu de chiffres comment fonctionnaient ces différents systèmes. Et ça se lit comme un roman, quoi, qui est très intéressant. Voilà, je vous remercie pour votre attention.